Donc la première table ronde, pour cette première table ronde sur la conscience et l'action, conscience de l'impératif d'agir et puis l'action elle-même. J'appelle Vincent Rocher, vous êtes directeur délégué innovation, stratégie et environnement au SIAP, le syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne. Isabelle Derville, on vous a cité, vous représentez ici l'État, vous êtes conseillère décarbonation et environnement à la DIDVS, qui signifie la délégation interministérielle au développement de la vallée de la Seine. Enfin, Pascal Guillot, vous êtes délégué d'état-major environnement de la DPN. Je ne sais pas ce que ça veut dire la DPN, j'ai pas révisé. Chez EDF. La division production nucléaire. Merci beaucoup. Et enfin, établissement public territorial de bassin Seine-Grand Lac, Baptiste Blanchard, vous êtes le directeur général de cette EPTB. Dont le rôle est essentiel à la fois pour garantir l'étiage et pour prévenir les inondations. Peut-être nous parlerez-vous de toutes les actions que vous menez en partenariat avec les uns les autres. Et pour commencer, alors Vincent Rocher, c'est vous qui êtes l'auteur, le coordonnateur et l'auteur du livre qui est sur les tables, et je crois de la frise qui l'illustre. Et on va commencer avec vous par quelque part une note d'optimisme ou de positive dans un contexte que le président Chiron a rappelé, qui n'invite pas toujours à l'optimisme, où on a l'impression désespérante que toute l'humanité s'occupe d'autre chose que d'adapter la planète aux défis qui sont les nôtres. Et bien dans ce contexte parfois déprimant, vous allez nous dire que la qualité des eaux de la Seine s'est améliorée singulièrement au cours des dernières années. Et puis vous allez nous décrire les enjeux néanmoins qui sont devant nous également. Je vous en prie, Monsieur Rocher. Oui, d'abord, merci beaucoup pour l'invitation et l'organisation de cette journée. Donc, j'excuse d'abord le président du SIAP, François-Marie Didier, qui aurait voulu se joindre à nous et qui n'a pas pu le faire au regard de contraintes de dernière minute. Donc, bon... Ce que j'ai envie de dire, moi, et de rappeler surtout, c'est le contexte particulier de l'Île-de-France et de la Seine francilienne. On a quand même un bassin de population qui est hors norme. On a 12 millions de personnes, 9 millions d'habitants qui occupent en gros le Grand Paris, cette zone, ce qu'on appelle nous la zone agglomérée parisienne. Chaque jour, on génère 2 millions de mètres cubes d'eau usée que l'on traite et qu'on restitue à la rivière. Et cela par temps sec, quand il fait beau, quand il pleut, compte tenu du système que nous avons, ces volumes peuvent être beaucoup plus importants. Or, la Seine, c'est un petit fleuve. C'est un petit fleuve avec un débit médian de 300 mètres cubes par seconde. Si on regarde ce débit et qu'on le met en perspective par rapport aux autres fleuves français qui traversent les grandes agglomérations, eh bien c'est un tout petit fleuve. Lyon, c'est plus de 1000 mètres cubes par seconde de débit médian pour une population moindre. Et quand on prend, par exemple, et Baptiste certainement en parlera, quand on prend les débits d'étiage en été, ces débits peuvent atteindre 70-80 mètres cubes par seconde, et encore sont intégrés là-dedans tout ce que vous pouvez nous apporter, et vous en parlerez, j'imagine. Et mettons en perspective ce débit d'étiage avec ce que nous traitons, 20 à 30 mètres cubes par seconde. Dit autrement, le plus gros affluent de la Seine, c'est le SIAP. Donc c'est dire finalement toute la pression exercée par l'Île-de-France, par l'agglomération francilienne, sur la Seine. Eh bien, et vous avez raison de le dire, Jacques, on a, dans ces conditions, relevé le défi de la qualité. J'en dirai quelques mots tout à l'heure, et la frise le montre très bien. Les efforts que nous avons collectivement faits ces 50 dernières années, en termes de modernisation du réseau d'assainissement, modernisation de nos usines d'épuration, alors bien sûr sous l'impulsion de réglementation, notamment de réglementation européenne, a permis de réduire de manière considérable les flux de matière apportés à la rivière, donc de matière organique, carbone, azote, et d'en améliorer de manière significative la qualité et le niveau d'oxygénation. J'ai une question idiote. Vous-même, vous modulez vos versements, j'allais dire, dans la Seine en fonction des nécessités de l'étiage. Vous jouez ce rôle aussi, parce que j'apprends que vous êtes le premier affluent.
Oui, alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le moindre dysfonctionnement ou la baisse de performance, on la voit immédiatement sur la qualité de la rivière. Donc en cela, on a développé effectivement un observatoire qui permet de suivre en temps réel la qualité de la rivière, donc le niveau d'oxygénation et la qualité physico-chimique. Pour la petite histoire, cet observatoire est né dans les années 90, où on avait commencé à faire évoluer de manière assez importante le réseau d'assainissement, mais il n'était pas suffisant pour répondre aux besoins de préservation de la rivière. Donc on a déployé à ce moment-là ce qu'on appelle des îlots de survie. C'est tout simplement des endroits dans la Seine où on est capable d'insuffler de l'oxygène dissous, à l'image, je dirais, de diffuseurs d'oxygène qu'on mettrait dans un aquarium. Il y a à certains endroits dans la Seine, des endroits stratégiques, des endroits où on est capable d'appuyer sur un bouton et de diffuser de l'oxygène dissous pour permettre, je dirais, aux poissons de venir respirer au moment où l'air vient à manquer. Voilà. Alors, les efforts qu'on a faits font qu'aujourd'hui, on les déclenche beaucoup moins. Ils existent toujours, mais ça fait partie des systèmes qui ont été mis en place. Alors, pour répondre très clairement à votre question, c'est tout l'enjeu. C'est tout l'enjeu, on en parlera, c'est d'être capable finalement d'intégrer non pas seulement des objectifs de performance de nos usines, parce qu'aujourd'hui la réglementation qui cadre notre activité, c'est une réglementation de moyens. On nous demande des rendements de performance sur nos usines et sur nos réseaux. Il faut avoir un taux de collecte à l'année, il faut avoir des performances en termes d'abattement, d'azote, de phosphore, etc. sur nos usines. Or aujourd'hui, finalement, ce qu'on souhaite préserver, ce n'est pas des rendements, c'est bien l'écosystème. Donc notre objectif, c'est d'être capable demain de regarder en temps réel la qualité de la rivière et de réussir à adapter, ajuster le fonctionnement de nos usines et de manière générale de notre système d'assainissement, parce qu'on a la chance à l'échelle de l'agglomération francilienne d'avoir un réseau maillé, et bien de faire les meilleurs choix pour essayer de limiter, autant qu'on puisse le faire, l'impact de l'activité du SIAP et de la ville sur la rivière. Très bien. Un mot sur les enjeux qui sont les vôtres pour les années à venir. Peut-être rappeler aussi d'un mot ce que vous avez fait sur le plan baignade, qui est aussi des efforts qui ont été couronnés de succès, puisque les épreuves, on est passé proche du problème, mais les épreuves ont pu avoir lieu. Oui, tout à fait. Pour le plan baignade, peut-être dire que aujourd'hui, donc, c'est une réussite. On s'est baigné en Seine, donc on est tous très heureux et satisfait. Ça a été un grand travail collectif qui a nécessité des aménagements importants sur le réseau d'assainissement et sur les usines d'épuration. Les choses que je voudrais surtout mettre en avant, c'est qu'on a réussi aussi parce que ça s'inscrivait dans une trajectoire. C'est qu'en 2016, quand on décide d'y aller, on a déjà fait d'énormes progrès. Donc la marche qui reste à franchir, elle est complexe, mais on a bénéficié du travail qui avait été fait en amont. Et également, deuxième chose que je veux dire sur le plan baignade, et il faut le garder à l'esprit, c'est qu'on l'a fait pour les JO, mais on l'a surtout fait pour la rivière. Les investissements qui ont été faits, ils étaient nécessaires pour continuer à améliorer la qualité et l'écologie de la rivière. Voilà. Alors simplement, c'était un catalyseur, on les a accélérés, on a fait en 8 ans ce qu'on aurait fait certainement en 20 ans, voilà, parce qu'il y avait à la fois de l'argent, à la fois une volonté politique, on est allé plus vite, mais tout ça c'est au service bien sûr des JO, mais pas seulement des JO. Pour les enjeux, je répondrai rapidement pour monopoliser la parole. Pour les enjeux, je voudrais dire deux choses. Et ça a un peu été dit, on va en reparler. Notre rôle à nous, c'est de limiter l'impact de notre activité et donc de préserver la rivière. Mais pas seulement. Et c'est toute la difficulté de notre travail aujourd'hui. On doit prendre en compte la nécessaire sobriété énergétique pour tendre vers la neutralité. On doit prendre en compte la nécessaire sobriété carbone, la réduction de notre empreinte carbone. Et bien sûr, tout ça en assurant une sorte de soutenabilité financière, parce que derrière, il y a la redevance. Donc oui, la rivière est au cœur de nos problématiques. Oui, il y a encore des efforts à faire si on veut améliorer encore la biodiversité. Certainement que le levier qualité, aujourd'hui, touche à ses limites. L'assiette est de bonne qualité, j'en dirai quelques mots tout à l'heure. Il y a l'ingénierie environnementale, sûrement qu'il faut activer. Quand on regarde aujourd'hui la biodiversité, elle est plus importante en aval de Paris, et pourtant la qualité est un peu moins bonne qu'en amont, tout simplement parce que les berges, les ripisylves, sont plus adaptés aux frayères, etc. Donc on voit bien qu'on a tendance à réduire la question de la biodiversité à la qualité, mais ça va bien au-delà. Voilà. Et vous êtes parfois pris dans des injonctions contradictoires. J'ai découvert, par exemple, en vous écoutant, que les impératifs de la décarbonation ne convergent pas forcément avec ceux de la qualité de l'eau, et que même parfois, si on élève les impératifs ou les objectifs ou les seuils de propreté, entre guillemets, eh bien, ça coûte en carbone.
Tout à fait, vous avez raison. D'ailleurs, aujourd'hui, on a mis en place depuis quelques années maintenant un schéma directeur industriel qui vise justement à objectiver tout ça. Aujourd'hui, on révise la DRU. Donc la DRU, c'est la réglementation qui cadre notre performance. On nous demande de traiter mieux l'azote, 10 points de performance en plus, mieux le phosphore, 10 points de performance. On nous demande également de traiter les micropolluants, on en parlera peut-être. Tout ça va avoir un coût, mais pas simplement en euros, un coût aussi en carbone. Donc il faut qu'on arrive à bien sûr atteindre tous ces objectifs. Il ne s'agit pas de choisir, d'objectiver pour être sûr de faire les meilleurs choix pour, et c'était l'introduction de mon propos, ne pas rester obnubilé sur la question de la limitation de l'impact, mais également de prendre en compte la question de l'empreinte de notre activité, qu'elle soit environnementale ou économique. Pour terminer, je crois que vous me disiez en préparant cette matinée, cet après-midi, que le protoxyde d'azote, par exemple, vous vous étiez rendu compte qu'il était en quantité, je crois, des dizaines de fois supérieure. Je dis ça pour montrer l'importance de mesurer, de commencer par mesurer votre empreinte, ce que vous faites désormais très bien. Tout à fait. On ne peut maîtriser que ce que l'on connaît et que ce que l'on mesure. Donc nous, le secteur de l'assainissement et des déchets est impactant à l'échelle nationale et mondiale en termes d'empreinte carbone. Nous, au SIAP, notre activité, c'est 700 000 tonnes de CO2 qu'on émet annuellement en équivalent CO2. Le protoxyde d'azote, qui est naturellement émis lors du processus de traitement des eaux, ça représente à lui seul 40% de l'empreinte du SIAP. C'est énorme. Donc, depuis 10 ans, donc là, il y a Sabrina Guérin, directrice innovation en face de moi, nous avons travaillé pour développer des systèmes de mesure qui n'existaient pas, pour les implémenter sur nos usines, pour être capable déjà de mieux cartographier, de mieux estimer, et ensuite, surtout, de mieux maîtriser. Donc aujourd'hui, on est en train de déployer. On espère répondre aux objectifs de la stratégie nationale bas carbone qui fixe des objectifs ambitieux. On a moins 37% à horizon 2030, c'est demain. On espère attaquer fortement ce gisement-là pour parvenir à atteindre ces objectifs. Très bien, merci infiniment. Alors, ça tombe bien, la transition est faite. Vous me disiez, Isabelle Derville, ces sujets de qualité, de quantité de l'eau, qui sont les sujets de cette table ronde, sont protéiformes. Et vous vouliez insister notamment donc, sur la diversité des sujets, la diversité des acteurs, la nécessité pour chacun de se sentir concerné, d'avoir envie d'agir, tout en tenant compte, là aussi, c'était parfois un peu contradictoire, avec une nécessaire planification sur des sujets qui s'inscrivent naturellement dans le temps long. Alors, oui. Voilà. Ouais, c'est bon. Merci pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je représente effectivement la délégation interministérielle au développement de la vallée de la Seine. On n'est qu'un tout petit acteur parmi vous tous qui êtes en première ligne, sans aucun doute. Et ce sujet de l'eau, il est vital, comme l'a indiqué Monsieur le Président. Et il est protéiforme. Il y a beaucoup de facettes. Et finalement, il est quand même assez ancien. Et comme vous l'indiquiez, Président, et pourtant, on n'en parle plus. Alors, est-ce que ça veut dire que le problème est résolu ? Pas forcément. Il reste vital. Cet aspect protéiforme, il y a eu plein de choses qui ont été mises en place en termes de politique publique, de planification. Et je pense qu'il faut réinvestir l'ensemble de ces politiques parce que c'est quelques enjeux finalement, sans être trop techno, si je puis dire, pour pouvoir reprendre le discours et la cohésion qui est nécessaire pour pouvoir décliner ces politiques publiques. Parce que derrière, c'est quand même des arbitrages, des conflits d'usage, des jeux d'acteurs. Pour faire très court, ce n'est pas l'objet, je pense non plus. En gros, on a des sujets quantitatifs, que ce soit le trop, les inondations, le ruissellement sur les bassins versants en amont, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Quand j'étais étudiante, donc c'est plus de 30 ans, j'ai fait un SAGE, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux, et le sujet principal, c'était le ruissellement déjà. Et inversement, la sécheresse, avec les zones de répartition des eaux, ça date de début des années 90, tout ça, où il y a effectivement des règles, des plafonds d'usage quand il commence à y avoir des tensions sur certaines masses d'eau. La quantité, avec ces deux sujets, le trop, le pas assez, la qualité,
à la fois dans les sources de pollution, c'est pour ça qu'on a mis en place toutes les nomenclatures d'autorisation IOTA, ça date aussi du début des années 90. Le focus sur l'assainissement et la directive des eaux résiduaires urbaines que vous indiquiez, qui date de 91. Tout ça pour un usage d'utilisation de l'eau, avant tout pour l'eau potable, historiquement, et de protection des aires d'alimentation de captage, voilà, pour faire court, mais en gros les grands enjeux autour de ça. Et puis il y a un troisième grand enjeu aussi avec deux grandes déclinaisons, qui est la biodiversité. L'eau, c'est un milieu de vie pour l'homme, mais pas que pour l'homme. La biodiversité, que ce soit le milieu aquatique comme les milieux, vous parliez des berges tout à l'heure, de ripisylve et de continuité écologique pour tous. Et puis c'est un cadre de vie pour nous, pour l'homme, pour les humains. Voilà, donc derrière ce troisième enjeu majeur, ça fait, si je puis dire, 6 sous-enjeux qui sont assez liés les uns aux autres aussi, ils ne sont pas indépendants. Et si on doit réinvestir un discours, un dialogue, pour renforcer la prise de conscience, la mobilisation et agir, c'est important, surtout pour des élus de premier contact, si je puis dire, en tant que maire, de pas forcément... Alors, vous pouvez être en responsabilité, président d'un syndicat d'eau potable, d'un syndicat d'assainissement. Là, vous rentrez dans le détail des mesures et des actions et des normes. Mais je pense que pour tout un chacun, puisque chacun est acteur, utilise l'eau, pollue, ne sait pas qu'en amont... certains ont des pratiques qui permettent de protéger l'aval et ça fait partie de la cohésion territoriale aussi, que de recréer cette cohésion. Et l'eau est vraiment dépendante de cette approche-là. C'est pour ça que les schémas d'aménagement et de gestion des eaux ont été poussés dans cette logique de mettre tous les acteurs autour de la table sur l'ensemble de ces thématiques. Et encore une fois, être capable à ce moment-là de savoir en gros, avec ces 6 enjeux, quelles sont les priorités pour le territoire dans lequel vous êtes, et sans rentrer dans le détail, savoir ensuite quelles sont les grandes actions à mener et les suivre. Et c'est important d'avoir cette vision sur ces 6 enjeux, parce qu'elles sont liées et importantes. Donc voilà, je pense que si on doit se réapproprier un dialogue, et c'est important de pouvoir avoir ce récit-là. Peut-être qu'on peut travailler ensemble à faciliter cette appropriation-là. Et après, c'est vrai que tous ces sujets-là, je vous ai dit, ça date de la loi même initiale de 64 sur la démarche de bassin versant. Puis toutes ces règles qui sont sorties, notamment dans le début des années 90, elles n'ont pas changé. Se rajoute la prise de conscience du changement climatique, oui. Et donc ça, ce n'est pas une politique de plus, c'est des données, des perspectives qu'il faut intégrer dans chacun de ces 6 enjeux. Voilà, donc ça, ça veut dire qu'il faut tout revisiter à l'aune du changement climatique, en plus des contraintes qui existaient déjà avant. Et peut-être un dernier point dans la prise de conscience, c'est la réflexion qu'on peut avoir en tant qu'élu local, sans rentrer dans les actions techniques de telle ou telle politique de l'eau. Il y a quand même un sujet qui rassemble tout ça, c'est vos documents d'urbanisme. C'est primordial que les documents d'urbanisme s'approprient l'ensemble de ces éléments, que ce soit de la connaissance. Là, il y a des zones humides, on ne va pas du coup aller construire forcément là-dessus. Là, il y a des contraintes sur la quantité. Là, il y a des problèmes de ruissellement. Il faut réfléchir à de l'infiltration à la parcelle. Pourquoi pas aussi imaginer du stockage d'eau à l'échelle de chaque construction. Il y a des maires qui le font. Voilà, les documents d'urbanisme, ils sont... je dirais que c'est la vague en fait très concrète ensuite de l'aménagement qui doit intégrer tous ces sujets sur l'eau, et c'est peut-être une des premières choses à bien vérifier. Quand vous dites il faut que chacun se sente finalement peut-être un peu plus responsable, ou enfin que chacun agisse à son niveau tout en tenant compte de la planification, et il vous semble que cette prise de conscience, c'est le sujet de la table ronde et c'est aussi l'objet de l'association qui nous invite, elle est perfectible, et par quoi passerait une amélioration finalement de la coordination? On sait qu'on est en France et que c'est pas le nombre d'acteurs institutionnels et compagnie qui manquent. Le message que j'ai envie de donner, c'est important de se réapproprier
ce discours, ces enjeux, comme l'indiquait le président. Et ce n'est pas si compliqué que ça. Voilà, il y a 6 enjeux. Est-ce qu'ils sont bien traités, pas bien traités? Puis après, il y a des techniciens qui savent dérouler. Parce qu'en fait, tout le monde, tous les citoyens sont acteurs et puis s'intéressent et ont un avis à donner sur ces acteurs-là. Hein. On le voit bien dans tous nos sujets de société. On parle de cohésion territoriale. Voilà, la critique est facile. Et pourtant, chacun peut regarder devant sa porte et se remettre en question. Et le but, c'est d'avancer ensemble. Voilà. Donc cette dimension collective, elle me semble essentielle. Parce qu'il y aura des concessions à faire, il y aura des arbitrages à faire dans le partage de l'eau. Et s'il n'y a pas cette appropriation de l'ensemble d'enjeux, simplement, on peut effectivement être dans des situations de conflits difficiles à résoudre et qui partent très mal dès le départ. Peut-être un mot sur le financement de tout ça, puisque Vincent Rocher en parlait pour sa boutique, si j'ose dire. Vous vouliez nous en parler. Et puis peut-être aussi un mot sur le contrat de plan interrégional État-région, parce qu'on fera peut-être un second tour de table, mais c'est pas forcé qu'il soit très dense. Donc autant que vous en parliez, parce que c'est quand même un des pans importants de votre action au sein de la DIDVS. Vous orchestrez ça pour tous ces sujets concernant les 2 régions, donc Normandie et Île-de-France, n'est-ce pas? Oui, donc on le fait État, région Île-de-France, région Normandie, hein, puisque c'est un contrat de plan interrégional, donc État et région. Sur les financements, donc il y a déjà, puisque c'est des politiques qui existent depuis un moment, des financements. Les agences de l'eau ont été créées pour ça. Et puis, il y a toujours des cofinancements qui se rajoutent. Donc, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. C'est sûr que la prise en compte du changement climatique est à revoir pour l'ensemble de ces politiques. Et puis, il y a toujours des améliorations de connaissances qui font qu'on perfectionne les choses. Pour le contrat de plan interrégional, l'objectif, ce n'est pas de faire à la place de ce qui existe déjà. Donc, il y a déjà des guichets de financement. C'est d'en tenir compte. Et notre enjeu, notre objectif, c'est quand même d'arriver à concilier cadre de vie, environnement, avec le développement économique. On a un futur contrat de plan interrégional qui devrait sortir, qui est bien orienté sur la décarbonation. Mais en fait, décarbonation, c'est la transition écologique qu'on veut indiquer. Et l'eau, je vous ai dit, il y a 6 enjeux quand on parle de l'eau. Et l'eau, il faut aussi l'imaginer comme il y a le petit cycle de l'eau et le grand cycle de l'eau. L'eau, c'est aussi une des dimensions de la transition écologique. La transition écologique, c'est beaucoup les gaz à effet de serre, l'empreinte carbone, mais c'est aussi les pollutions. On retrouve l'eau, c'est les ressources matières rares, foncier, mais c'est l'eau aussi, évidemment, on la retrouve. C'est la biodiversité, donc l'eau est un des milieux d'habitat de biodiversité. C'est le changement climatique, l'adaptation au changement climatique, et là, on a des sujets avec l'eau énormissimes, quoi. Donc, on est complètement dans la transition écologique. Or, le développement économique, les industries, les acteurs économiques doivent intégrer la transition écologique dans leur modèle économique. Voilà. Donc, les arbitrages qu'on peut avoir sur les sujets de l'eau, quand on a des acteurs économiques, ce qu'on souhaite pouvoir accompagner, c'est qu'il y ait aussi des arbitrages, une bonne prise en compte de la transition écologique, dans lequel il y a un certain nombre de facteurs, dont l'eau. Et peut-être que, comme vous le disiez, dans l'empreinte carbone, il faut peut-être plus favoriser un sujet qui va réduire les émissions de gaz à effet de serre, quitte à un peu moins réduire des choses sur l'eau. Voilà, ça fait partie des arbitrages aussi à avoir, qui viennent un peu complexifier les choses. Mais dans cette transition écologique, l'eau, c'est aussi est vraiment directement interpellé sur les modèles économiques. Je ne citerai que 2 exemples. Donc vous avez évidemment dans l'empreinte carbone, puisqu'on en parle tout le temps, ce qui sort sur les sites de production, ça c'est ce qu'on appelle le premier rang, le scope 1. Mais l'empreinte carbone, c'est aussi l'empreinte des transports qui sont utilisés, de la logistique. Et là, clairement, la logistique fluviale a un atout énorme par rapport au transport routier. Et on pourrait multiplier par 4, je regarde Dominique Ritz en tant qu'AROPA et ancien VNF, on peut multiplier par 4 l'utilisation du fleuve pour donner un atout écologique à ces activités économiques, parce que comparativement à d'autres modes de transport, on a une empreinte carbone bien plus faible.
Donc s'il faut aussi faire des arbitrages d'usage, par cette dimension empreinte carbone, eh ben, cet usage fluvial sur l'eau, il est à prioriser parce qu'il a aussi cet intérêt empreinte carbone. Et puis, on a aussi un sujet sur les énergies qu'on utilise. On a la filière hydrogène et on nous dit « Ah, la filière hydrogène, ça va consommer de l'eau, puisque c'est de l'eau qu'on électrolyse pour faire de l'hydrogène. » Et c'est vrai, ce n'est pas des volumes énormes, mais si on se trouve sur une masse d'eau en tension, c'est compliqué. Donc, il faut l'intégrer en amont pour accompagner cette transition écologique. Alors, merci infiniment. S'il faut de l'eau pour faire de l'hydrogène, il faut aussi de l'eau, Pascal Guillot, pour faire du nucléaire, parce que 90% de la production d'électricité en France dépend directement de la ressource en eau. Et EDF, vous êtes un partenaire fidèle de l'association Seine en Partage. Vous allez nous raconter un peu comment vous voyez ces questions. Vous allez nous parler aussi du plan ADAPT qui vise à vous adapter ou à adapter votre outil de production vital aux impératifs de la transition énergétique. Oui. Merci beaucoup de m'avoir invité donc, à cet après-midi pour vous parler d'électricité et d'eau, électricité et eau, et dans un contexte de changement climatique. Comment on va s'adapter pour continuer à produire de l'électricité. Alors, pourquoi l'eau est importante pour le groupe EDF? Je ne dirais pas importante, mais même essentielle. C'est qu'à peu près 90% de l'électricité, aujourd'hui en France, elle est produite avec l'eau. Alors, soit l'hydroélectricité, ça c'est évident pour tous, qui est la moins carbonée de toutes les énergies. Hein. Alors, qui est presque la moins décarbonée de toutes les énergies. Donc, on doit être autour de 10 grammes de CO2 par kilowattheure. Voilà, alors, c'est quoi la moins carbonée? Alors, je crois pouvoir dire que la moins décarbonée, c'est le nucléaire français, à 4 grammes de CO2 par kilowattheure. Voilà, alors puisqu'on était dans les émissions carbone, à comparer au gaz à 400 grammes de CO2 par kilowattheure, au charbon entre 800 et 1000 grammes. Donc vous voyez, on est à 4 pour d'autres productions. Le solaire à 20, alors 20, le 30. Solaire est à 20-30 et l'éolien est autour de 12 de mémoire. Alors après, ça dépend de l'éolien, mais on est autour de 12. Donc le nucléaire à 4, l'hydraulique autour de 10, en tout cas l'hydraulique en climat tempéré. Et puis, donc, l'éolien très peu au-delà, à peu près 12-15. Le solaire, 30-35. Et puis ensuite, eh bien, c'est les énergies fossiles, le gaz à 400 et le charbon 800 jusqu'à 1000. Voilà. Et donc, puisqu'on est là-dessus, on vient de terminer l'année 2024, c'est les moments des bilans. Et donc, le bilan France, c'est 33 grammes de CO2 par kilowattheure au total, en tenant compte de notre mix énergétique, qui est donc essentiellement décarboné, avec donc l'hydraulique, c'est 10% à peu près de la production. Le nucléaire, selon les années, il y a eu des mauvaises années, 2022-2023, avec les histoires de corrosion sous contrainte, on était plutôt autour de 65% de la production électrique, là on remonte autour de 70%. Et puis ensuite, on a du thermique à flamme, gaz, on en a quand même, il en faut, pour certaines périodes, je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Et puis bien sûr, il y a l'éolien avec à peu près 10% aujourd'hui de la production, hein, en 2024 c'est à peu près 10%, et le solaire 5% quand on fait l'intégrale sur toute l'année. Voilà. Donc, pourquoi l'eau elle est importante? Pour l'hydraulique c'est évident. Si on pense hydraulique et eau et changement climatique, les principales questions que l'on se pose au groupe EDF, c'est qu'est-ce qui va se passer s'il y a des périodes d'étiage plus longues, des étés ou des années avec des périodes de sécheresse longues, donc moins de remplissage des barrages, moins d'eau dans les fleuves? Eh bien, on pense que la variabilité qui existe aujourd'hui, qui est très importante, qui fait que d'une année sur l'autre, on peut avoir moins 30% de la production moyenne, 2022, ou 2003, qui est une année de grande sécheresse, et puis 2024, une année extrêmement pluvieuse. Là, on est plutôt à plus 40% d'une année normale en termes de production. Donc, on a une très grande variabilité d'une année sur l'autre, indépendamment du climat, et puis on se dit en 2050, eh bien, en tendance, en moyenne, on aura certainement une moindre production hydraulique qui va donc baisser petit à petit, alors de façon assez lente en moyenne, avec cette grande variabilité entre les années. Mais les variations d'étiage font varier la production nucléaire ou seulement la production? Alors là, je parlais que de l'hydraulique. Et puis j'en ai terminé avec l'hydraulique, mais c'est donc un sujet. Alors, et le dernier point avec l'hydraulique, le nucléaire aussi, mais tout particulièrement avec l'hydraulique, c'est bien sûr le partage des usages, puisque l'hydraulique, c'est des barrages. Et quand on relâche de l'eau, on relâche l'eau pour la production électrique, mais on relâche l'eau aussi pour l'irrigation et tous les autres usages en aval.
Donc, cette question de partage de l'eau sera certainement plus forte, avec des contraintes plus fortes, si dans les périodes plus sèches qui sont probablement devant nous, en tout cas dans certaines régions de France. Alors, pour parler un petit peu du nucléaire, et que vous ayez quelques grands chiffres, certains d'entre vous les ont peut-être, mais je ne suis pas sûr. Donc le nucléaire, l'énergie nucléaire est un gros préleveur, puisqu'on a besoin de refroidir nos installations. C'est pour ça qu'elles sont toutes soit en bord de mer, soit au bord de cours d'eau assez importants. Nos gens, par exemple, sur la Seine, alors ce n'est pas à cet endroit-là qu'il y a énormément d'eau, mais les prélèvements donc en France, c'est 47% des prélèvements de France sont faits par l'électricité nucléaire et thermique, donc essentiellement l'électricité nucléaire. En gros, c'est 32 milliards prélevés en France tous les ans d'eau. Et sur ces 32 milliards, le nucléaire, il en prélève aujourd'hui 47%, à peu près 13 milliards. Donc c'est énorme. Cette quantité d'eau douce, elle est renvoyée au fleuve juste après être passée dans l'installation pour la refroidir. Donc de façon immédiate et avec pratiquement un seul changement, on a échauffé l'eau du fleuve. Alors pour éviter sur les petits fleuves d'échauffer trop l'eau, on rajoute les aéroréfrigérants comme à Nogent-sur-Seine, et à ce moment-là, une partie de l'eau est consommée. Donc elle va partir sous la forme de panache de vapeur par la tour aéroréfrigérante. Et donc sur un site comme Nogent-sur-Seine, eh bien c'est environ 25%, 30% de l'eau prélevée qui est consommée. Alors si on parle maintenant de consommation au niveau France, le nucléaire c'est à peu près 12% de la consommation d'eau française. En troisième position, derrière l'agriculture, c'est à peu près 58% de la consommation d'eau. Et puis le traitement d'eau potable qui arrive en deuxième position avec à peu près 25-26% de consommation d'eau. Voilà pour les grands chiffres. Peut-être, parce que le temps tourne, oui. Hélas, peut-être pouvez-vous nous dire les mesures principales que vous allez mettre en œuvre pour prendre en compte le changement climatique et mieux encore préserver notamment la ressource en eau. Voilà, donc vous l'avez bien compris, l'eau, c'est fondamental pour produire l'électricité chez nous. Et donc, on se projette pour se dire, voyons, en 2050, en 2070, eh bien, est-ce qu'on aura la même capacité à produire? Est-ce qu'on saura, qu'est-ce qu'il faudra faire pour partager cette eau que l'on utilise? Alors pour cela, plusieurs choses. D'abord, on dispose de compétences particulières sur l'hydrologie, modélisation hydrologique des fleuves français, partout où il y a des centrales. Et puis, on a mis en place au niveau du groupe, non, merci, c'est bien, au niveau du groupe EDF, un service de climatologie en 1995. Alors, quand on couple ces deux services, hydrologie et climatologie, eh bien, ça nous permet aujourd'hui, au travers d'un projet qui s'appelle ADAPT, Adaptation au changement climatique, de travailler avec d'autres universitaires et organismes de recherche pour faire des prévisions à l'État, par exemple 2050 ou 2070, sur la ressource en eau. Et donc se dire, par exemple à Nogent-sur-Seine, eh bien, qu'est-ce qui se passera dans une saison normale, une saison sèche, une saison humide, enfin une année sèche ou humide, au niveau de Nogent-sur-Seine, ou bien au niveau de la vallée du Rhône, ou de la Garonne à Golfech, par exemple. Voilà. Alors, on a participé à un projet, Explore 2. Je pense que si vous ne connaissez pas Explore 2, ça dépasse très largement le nucléaire. Nous n'avons été qu'un contributeur. Le projet Explore 2 parce qu'il y a eu Explore 1, je crois, en 2012. Explore 2 s'est déroulé de 2020 à 2024. Son objectif, c'est d'évaluer l'impact du changement climatique sur l'hydrologie en France, en eau de surface, en eau de nappe, en période hivernale, en période estivale, quels seront les étiages, etc. Et donc, on a travaillé avec, dans le cadre de ce projet qui a rendu ses conclusions au mois de juin 2024 et qui dit, par exemple, pour la Seine, que vraisemblablement, il y aura autant, voire plus de précipitations en hiver, moins de précipitations en été, avec l'augmentation des températures, de toute façon, une évapotranspiration plus importante de façon certaine, ce qui fait qu'il y aura certainement des périodes d'étiage plus fortes en été. Et donc là, je voulais souligner le lien avec les barrages qui font le soutien d'étiage et dont on profite, moyennant redevance, notamment EPTB Seine-Grand Lac par exemple, qui garantit un débit minimum
sur la Seine, au niveau de Nogent-sur-Seine, et qui permet le maintien de la production nucléaire. S'il n'y avait pas Seine-Grand Lac, il y aurait certainement des arrêts de tranche à Nogent-sur-Seine, comme il en existe à Chaux, sur la Meuse, où il n'y a pas de lac. Alors c'est formidable, puisque j'ai à ma gauche le directeur général de Seine-Grand Lac. Dites-nous, Baptiste Blanchard, comment vous voyez toutes ces questions. Grâce à vous, on peut produire du nucléaire, mais vous garantissez à la fois l'étiage, vous prévenez les crues, et puis vous travaillez en complémentarité avec les gens qui sont autour de cette table. Déjà, bonjour à tous, et puis j'excuse le président Ollier, qui est président de Seine-Grand Lac et la métropole du Grand Paris, qui était retenu et qui ne pouvait pas venir. Alors Seine-Grand Lac, pour ceux qui ne connaissent pas, on est un objet public créé en 1928 pour construire ces grands lacs réservoirs qui ont une double fonction. En fait, ils stockent l'eau l'hiver et au printemps, et notamment les excédents d'eau en cas de crue, et puis ils restituent cette eau l'été, ce qui sert aux usages à la fois de mon voisin de gauche ou de mon voisin de droite. Ces ouvrages-là, on en a 4, 3 en Champagne, un dans le Morvan. Ils font 830 millions de mètres cubes de capacité. C'est l'équivalent de 8 mètres d'eau sur la superficie de la ville de Paris, pour donner un peu un ordre de grandeur. Il contribue pour les inondations à limiter, notamment en début d'hiver, les crues de l'ordre de 60 à 70 cm en région parisienne. Mais ça, leur effet est valable dès le début des lacs. Donc en fait, ils ont un effet positif à Châlons, en Champagne, ou à Troyes également. Et puis pour l'été, si on prend l'été 2022, on devait être à un peu plus de 50% de l'eau qui coulait à Paris, donc du débit de l'eau à Paris, au mois de septembre, qui venait de nos lacs. Sans vous, pas de navigabilité de la Seine pendant un certain période de temps. Oui, enfin, on aurait eu. Alors on a calculé pour répondre tout de suite à Pascal Guillot, on avait calculé qu'on avait peut-être jusqu'à 3 mois, alors peut-être pas d'arrêt de centrale, mais disons de semaines de grandes difficultés pour la centrale nucléaire de Nogent à cette période de l'année. Et puis ce qu'on oublie aussi parfois, c'est qu'on a 70% de l'eau potable de l'agglomération parisienne qui vient des eaux de surface. Mais pour la navigabilité, parce que je crois que la Seine, le Rhin a été fermé pendant quelques mois, on n'en a pas trop parlé il y a quelques années. Est-ce que sans vous, vraiment je repose ma question, on ne pourrait pas naviguer, ou ça se discute? Ça serait probablement assez compliqué, parce que si on avait la Seine à Paris l'été, 80 mètres cubes par seconde en 2022. Sur nos lacs, on serait à entre 30 et 40. On risquerait d'avoir les berges qui s'affaissent. Même si on a les barrages qui peuvent tenir un petit peu la ligne d'eau, ça peut être un petit peu Dominique Ritz n'a pas l'air d'accord, mais il va parler tout de suite après. Donc ça, c'est un peu le rôle de ces ouvrages-là. Sur les inondations, on a un autre outil qu'on va tester dans les jours qui viennent, qui est un casier pilote qu'on construit à proximité immédiate de Montereau, dans la Bassée, qui est un casier qui vise à retenir l'eau temporairement, uniquement pour des raisons de protection contre les crues, et qui peut apporter un gain complémentaire en termes de protection dès Montereau, en fait, jusqu'à l'agglomération parisienne, de l'ordre de 10 à même 15 cm suivant les lieux et suivant les crues. Et puis notre président est également très attaché en fait à un nouvel objet qui est multiple. C'est qu'on facilite l'émergence de projets à différentes échelles de zones d'expansion des crues. Donc en fait, ce sont souvent des zones humides, souvent agricoles, parfois naturelles, qui ne sont pas forcément inondables, qui l'étaient avant, qui ne le sont plus forcément. Et en fait, on aide les collectivités d'un point de vue technique et financier, avec aussi les financements de la métropole du Grand Paris, à recréer ces zones-là, les restaurer de manière en fait à la fois avoir une protection supplémentaire contre les crues, avec des bénéfices très locaux, mais en cumul de tous ces petits projets-là, des bénéfices aussi pour l'agglomération parisienne. Et puis on est souvent sur des zones qui jouent un peu le rôle d'éponge, et puis le fait qui favorise l'infiltration de l'eau, et donc ça peut être aussi utile pour l'étiage. Et puis si j'ai bien compris, vous indemnisez aussi les agriculteurs qui sont surinondés, ce qui n'était pas le cas sur ce sujet-là. Effectivement, on est en train de travailler avec le monde agricole pour bâtir des
des mécanismes financiers d'accompagnement voilà, technico-économique des agriculteurs pour, dans certaines situations, lorsque notamment ils doivent rendre davantage inondables les terres agricoles, pouvoir leur apporter un financement. Vous-même, à Seine-Grand-Lac, comment vous évaluez ou vous anticipez l'ampleur, la gravité des changements qui vont être produits par les réchauffements? Monsieur d'EDF en parlait à l'instant. Effectivement, je parlerai bien de l'étiage pour illustrer un peu ce propos-là. Donc, pour compléter ce qu'a dit Pascal Guillot sur le bassin de la Seine, en termes quantitatifs, alors les modèles ne donnent pas exactement les mêmes résultats, mais on est sur 2050 à peu près sur une baisse du débit d'étiage, donc c'est le débit qui est le plus faible, les périodes de débit où le débit est le plus faible était, de l'ordre de 20 à 25% à échéance 2050. Et un accroissement de la durée de ces périodes d'étiage-là de 165%, donc on passerait à peu près de 40 jours à 3 mois et demi en moyenne. Donc ça, c'est une première donnée d'entrée. Une fois qu'on a dit ça, on a la chance d'avoir sur la Seine ces lacs réservoirs. On a fait une étude pour commencer à regarder finalement qu'est-ce que peut donner nos questions de remplissage de nos lacs. Combien de remplissage de nos lacs il faut pour pouvoir servir tous les usages. À l'heure actuelle, dès lors que nos lacs sont remplis à 50%, ce qui normalement arrive dès le mois de mars, on évite que les préfets prennent un arrêté de crise. Donc c'est-à-dire qu'on commence à restreindre très drastiquement les usages, notamment les usages agricoles et industriels. Avec le changement climatique, moins d'eau, naturellement, et puis des besoins qui vont augmenter. Soit naturellement les besoins de la démographie de la région parisienne qui vont continuer à pousser, mais aussi la profession agricole qui va avoir besoin davantage d'eau. Et en fait, il faudra 80% de remplissage de nos lacs pour éviter, en 2050, les situations de crise. Jusqu'à présent, on a toujours été au-delà des 80% depuis la création des lacs. Mais on a rejoué l'année 1921, qui est une année historique. 1921, il n'avait pas plu à l'hiver et au printemps. En rejoignant cette année-là, nos lacs n'auraient été remplis avec leurs règles de gestion actuelles qu'à 30%. Donc, et on peut imaginer, ça on ne l'a pas encore documenté statistiquement, mais on peut imaginer très probablement qu'avec le changement climatique, ce risque de sous-remplissage va peut-être s'aggraver. Ce n'est pas si trivial que ça comme analyse, parce qu'effectivement, on aura plus de pluie, possiblement la même quantité de pluie dans l'année, mais répartie différemment, donc peut-être que ça ne va pas complètement jouer, mais on sait qu'on peut avoir des situations, en fait, de tension extrême. Donc la réponse, elle est dans le titre de l'association qui nous réunit aujourd'hui, c'est la Seine en partage. C'est comment on fait, dans ce cas de figure-là, pour commencer à réfléchir malgré le fait qu'on ait nos lacs réservoirs, comment répartir dans ce cas de figure les usages entre la navigation, l'agriculture qui commence de plus en plus à s'intéresser à davantage de prélèvements pour l'irrigation agricole, le nucléaire avec un projet important porté par les acteurs locaux de nouvelles installations nucléaires à Nogent-sur-Seine, etc., etc. On voit qu'on a déjà des secteurs de tension, notamment le secteur de la Seine, juste à l'amont de Paris, où on pense que c'est là qu'on aura des tensions plus fortes. Alors pour faire ça, on commence à travailler sur des diagnostics de vulnérabilité, c'est-à-dire de regarder à l'échelle, par exemple, d'une collectivité. On fait ça avec l'agglomération de Troyes. Qu'est-ce que peut conduire un manque d'eau? Et est-ce qu'on ne peut pas avoir des actions qui vont faire qu'on aura moins besoin d'eau en situation de pénurie? On sera moins dépendant, ce qui nous permettra d'en économiser peut-être pour d'autres usages. On travaille ainsi avec les différents acteurs. Avec EDF, il y a un travail qui va être lancé pour qu'au-delà de la gestion actuelle qu'on fait de coordonner en fait de nos installations, qu'on puisse anticiper ce genre de choses. Et puis on va travailler à l'échelle de différents axes avec le monde agricole sur des problématiques de réinfiltration d'eau dans les nappes également. Sur quel débit minimum biologique il faut dans les rivières aussi pour les tenir, etc., etc. C'est un chantier qui est immense, mais qui ne peut pas se faire seul, qui doit se faire vraiment tous ensemble. Très bien. Eh bien, vous écouterez tous des heures, mais hélas, le temps tourne. Donc, ainsi s'achève cette première table ronde et je crois qu'on peut tous vous applaudir. Merci beaucoup.